Et bonsoir. Alors, ce soir, ça va être spectaculaire. On va essayer quelque chose qui a vraiment été proposé au détour d'une réunion par trois individus plus ou moins désespérés qui ne savaient pas exactement comment conclure leur programme un vendredi soir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un a dit en vrai, est-ce qu'on lirait pas des livres? Et, et l'heureux élu de cette mission, ça a été moi. En vrai, bon, c'est une émission qui a un certain potentiel. Voilà, c'est une émission qui a un certain potentiel parce que je sais que plus personne ne lit de nos jours et pourtant il y a des gens extrêmement compétents, particulièrement dans le milieu du jeu vidéo, qui continuent d'écrire de très très bons bouquins. Et on va pas se mentir, à l'époque des séries, de Netflix et des jeux vidéo, je vais le dire, hein, je vais dire les termes en fait. Le livre est devenu un divertissement inférieur. Il est moins fun, il est moins intense, il est moins facile à lancer. C'est juste plus fun et surtout beaucoup plus facile de se lancer un épisode d'un truc. Du coup, plus personne lit. Et je peux même pas vraiment vous blâmer pour ça. C'est juste logique que plus personne ne lise. Mais maintenant, le vendredi soir, vous allez pouvoir vous connecter sur cette chaîne. Je vais vous lire les bouquins importants du monde du jeu vidéo et vous pourrez avoir l'air cultivé et intelligent en repas avec votre belle famille. En disant, excusez-moi, mais très clairement, Jason Schreier, dans son dernier ouvrage, il n'est pas du tout d'accord avec cette théorie. Voilà. Vous allez pouvoir sortir des trucs comme ça. Ça va être spectaculaire. Et normalement, j'ai le chat. Enfin, j'ai le chat. En fait, j'ai le chat, mais j'ai aussi les yeux d'une personne de 75 ans. Et quand je lis, et qu'après je regarde le chat qui est au loin, il y a 5 secondes d'acclimatation pour que ça arrête de devenir flou. Donc je vais parler avec vous autant que possible. Bonjour à Nax, bonjour à Flaglol, bonjour à Petit Panda, que je reconnais de plusieurs chats cette semaine. Bonjour à Sabi. On est beaucoup plus sur un... Contrairement aux autres émissions de la chaîne, on est sur un truc où on est là pour discuter. Voilà, donc... Cette semaine, on lit quoi? On lit du sang, des larmes et des pixels de Jason Schreier. Milou, bonjour Milou. Qui est l'un des, si ce n'est le journaliste de jeux vidéo le plus respecté à l'heure actuelle sur la planète. Bonjour Onizuka. Qui est un mec qui s'est fait un nom ces dernières années en dénonçant quand ça se passe mal chez les gros éditeurs. Qui a plein de relations auprès de plein de développeurs et qui déboule une fois tous les 3 mois avec un article choc en mode « Oh là là, tel patron a très très mal traité ses employés ». Et c'est aussi un grand supporter de la formation d'union. Enfin, on dit union en anglais, mais ce serait des syndicats en français. C'est un mec qui push pour la création des syndicats dans les studios de jeux vidéo aux États-Unis. Et il est en train d'avoir un vrai impact sur la société, puisque, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Raven Software, on en a parlé dans le Weekly cette semaine, c'est les mecs qui bossent pour Activision et qui sont en grève depuis des mois, et bien ils ont formé un syndicat. Et c'est peut-être la première où on a un gros syndicat qui, dans un énorme studio, Activision, hein, Raven appartient à Activision, qui est en train de tenir tête à ses patrons. Et ça pourrait changer la façon dont on travaille dans le jeu vidéo, ça pourrait changer la façon dont nos jeux sont produits dans le futur, c'est un truc super important. Bref, Du sang, des larmes et des pixels, c'est un bouquin qu'il faut absolument avoir lu parce que en tant que fan de jeux vidéo, on a l'impression que c'est un petit peu normal que des jeux sortent et qu'ils soient quali. On s'attend chaque année à ce qu'il y ait des AAA qui apparaissent, à ce qu'ils soient bien, à ce qu'on les paye environ 70 €, maintenant 80, merci. Et on se dit, bah oui, c'est le milieu en fait. Les studios produisent des jeux vidéo, comme les sculpteurs produisent des statues, ou comme les journalistes produisent des émissions, ou comme voilà. Mais la vérité, c'est que c'est pas le cas. C'est que la façon dont qu'on a encore aujourd'hui de faire des jeux vidéo est incroyablement chaotique, incroyablement complexe, qu'il faut toujours être à la pointe de la technologie. Et la morale de ce livre, c'est qu'à chaque fois qu'on a entre les mains un jeu vidéo qui a réussi à sortir et qui est bon, c'est un peu un miracle. Voilà. Donc c'est divisé en combien ? Une dizaine de chapitres. Il y a 10 chapitres. Et ça raconte les histoires des développements de 10 jeux qu'on connaît. Des jeux qu'on connaît, hein. Il y a Pillars of Eternity, si vous aimez les RPG un peu old school. Il y a Uncharted 4, il y a Stardew Valley, il y a Diablo 3. Il y a Dragon Age Inquisition, etc. Et en gros, à chaque chapitre, on a l'histoire de ce qui s'est passé à l'intérieur du studio pendant qu'ils étaient en train de développer ce jeu. Et vous allez voir qu'à chaque fois, c'était la sauce. Pour des raisons très différentes, mais c'était toujours la sauce. Alors que c'est des jeux qui sont des fois faits par des trucs énormes, des fois qui étaient incroyables à leur sortie, des fois qui étaient ratés, des fois qui ont carrément été abandonnés, mais c'était universellement la sauce. Necron, quand on voit la puissance des syndicats de cinéma aux US, celui du jeu vidéo, ça promet des trucs cool. Bah tu vois, Necron, c'est étonnant
Les US, c'est typiquement un pays où les syndicats sont très forts. Après, bon, c'est en chute libre constante depuis les années 50, en fait. On se souvient de l'époque, je ne sais pas si vous avez regardé le dernier Scorsese, ça montre, entre autres, la puissance incroyable des syndicats de conducteurs de camions qui pouvaient faire en sorte que le pays entier s'arrête. Il y a un moment où aux États-Unis, si le syndicat des conducteurs de poids lourds disait plus rien ne voyage dans le pays, plus rien ne voyageait dans le pays. Il pouvait paralyser les États-Unis. Et probablement que ça a fait très très peur au patronat d'ailleurs à cette époque, qu'un syndicat ait autant de pouvoir, et il y a eu un effort quand même très 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 actif ces 70 dernières années pour que les syndicats récupèrent jamais ce niveau de puissance. Résultat, comme le jeu vidéo, et qu'est-ce qui arrive à mes cheveux? Ouais, c'est plus ou moins ça. Résultat, comme le jeu vidéo est un milieu récent, où les gens travaillent par passion, où ils sont prêts à accepter un peu tout et n'importe quoi, et qui est apparu dans un pays où les syndicats étaient en perte de puissance depuis 70 ans, il n'y a jamais vraiment eu de gros syndicats dans le milieu du jeu vidéo. Donc ça pourrait changer énormément la donne. Les syndicats, c'est la mafia. Des fois, Nicolas, quand ils deviennent trop gros, n'importe quoi qui devient trop gros, trop puissant et trop riche est très susceptible à la corruption, mais même si c'est vrai que de gros syndicats ont été des mafias, c'est trop important quand même en fait. Il faut un équilibre des pouvoirs entre le patronat et les employés. Quand il y a un camp qui a tous les pouvoirs, ça devient forcément invivable pour l'autre en fait. D'ailleurs, le film Le Convoi raconte une grève de chauffeurs routiers aux États-Unis. Mais il y a énormément de choses à dire sur cette période et sur le pouvoir qu'avaient ces gens. Alors, qui connaît la maison d'édition? Alors, tac, Jason Schreier, la maison d'édition. Alors, c'est Manabooks, mais je crois que c'est uniquement Manabooks en France. C'est Manabooks pour la traduction française. Donc, ça s'appelle Du sang, des larmes et des pixels. Et c'est traduit, c'est important quand même. On va créditer le traducteur. Où est-ce qu'il est? Traduit de l'anglais par Thomas Davier. Merci, Thomas. Bon, je vais quand même vous lire l'introduction. C'est parti. Imaginons que vous ayez un projet de jeu vidéo. C'est une idée incroyable. C'est un plombier moustachu qui doit sauver une princesse d'une tortue qui crache du feu. Et vous avez convaincu un investisseur de vous filer quelques millions. Okay. Maintenant, vous faites quoi? D'abord, vous allez devoir calculer précisément combien de personnes vous pouvez recruter. Ensuite, il va vous falloir des infographistes. Il va falloir des game designers. Il va vous falloir des programmeurs, vous aurez besoin d'un producteur qui va devoir vérifier que tout se passe à peu près normalement. Il va vous falloir un mec qui fait du sound design, histoire que le jeu soit pas complètement muet. Et n'oubliez pas d'engager des testeurs, sinon il y aura des bugs partout. Il vous faudra un expert en marketing, sinon personne n'entendra jamais parler de votre futur jeu. Et une fois l'équipe constituée, il faudra établir un calendrier strict pour déterminer combien de temps chaque employé passe sur chaque tâche. C'est normal, c'est normal. Si tout se déroule bien, vous aurez une démo pour le 3. Là, déjà qu'on voit que le livre, il commence à avoir quelques années. Parce que c'est vraiment comme ça bouge vite dans le jeu vidéo, en vrai. Parce que déjà, le 3, on dirait plus ça aujourd'hui. C'est plus à ce point important d'avoir une version pour le 3, parce que le 3 est mort, messieurs, dames. Le 3 est mort. Au bout de quelques mois, tout semble aller à peu près comme prévu. Vos graphistes ont dessiné toutes sortes d'ennemis plus ou moins mignons ou plus ou moins sympas. Les game designers ont ébauché des niveaux qui sont intelligents, qui vont guider les joueurs à travers des volcans et des marais fétides. Les programmeurs ont trouvé un super effet visuel qui donne au donjon un aspect incroyablement réaliste. Tout le monde est motivé, le jeu progresse à toute vitesse et vos stock options se vendent comme des petits pains. Je suis pas certain qu'une boîte qui est sur son premier jeu et qui a juste convaincu quelqu'un de lui filer de l'argent ait déjà des stock options. Mais c'est pour l'exemple, vous comprenez. Un matin, vous recevez un appel du producteur. Il s'avère que l'effet visuel en question est impraticable. Alors ça, c'est marrant. Il y a marqué impraticable dans la version française, et je me souviens que quand j'ai lu la version anglaise, il y avait marqué impractical. Et toute ma vie, j'étais persuadé que impractical, c'était un faux ami, et que ça voulait dire genre pas pratique. C'est que moi, genre en anglais, à chaque fois que j'entendais impractical, je me disais, bah ouais, c'est juste pas pratique. Mais en fait, non, ça veut dire impossible. L'ami Thomas qui m'améliore en anglais juste à la lecture de ce livre. En fait, impractical en anglais veut dire ce n'est pas faisable. Juste pas faisable du tout. Ce qui m'étonne, mais tranquille. Bref, je m'égare. L'effet visuel en question est impraticable parce qu'il réduit le framerate de votre jeu à 10 images par seconde. C'est pas beaucoup. Les testeurs sont coincés au niveau du volcan. Votre responsable marketing râle parce que ça va affecter votre score sur Metacritic. Votre directeur artistique, il insiste pour superviser le moindre micro-détail des animateurs, ce qui est en train de les rendre fous. Votre démo pour le 3, elle doit être prête dans 2 semaines, et vous savez pertinemment qu'il en faudra au moins 4. D'un coup, c'est la sauce de tous les côtés. D'un coup, c'est vraiment la sauce dans toutes les directions. Soudain,
pour ne rien arranger, les investisseurs vous demandent s'il n'y a pas moyen de faire passer le budget de 10 à 8 millions. Même si ça implique de virer quelques personnes au passage. Tranquille, non, les éditeurs, ça les dérange pas trop d'habitude, les éditeurs. Donc il y a une semaine, vous vous imaginiez déjà en train de donner le discours que vous alliez faire au Game Awards. Et maintenant, vous vous demandez tout simplement si votre jeu il va sortir un jour. Bonjour, rédacteur. Oui, t'as raison, Milou. Le bouquin est trouvable très facilement sur Fnac, Amazon, tous les grands distributeurs. Bon, là, c'est Jason qui parle directement. Un jour, j'ai pris un verre avec un développeur qui venait de boucler un nouveau jeu. Et il avait l'air épuisé. Il m'a raconté que son équipe avait quasiment atteint la ligne d'arrivée lorsqu'ils ont soudain compris que quelque chose était un peu problématique. Une des fonctionnalités principales du jeu était juste pas fun du tout à jouer. L'équipe de développeurs a donc dû passer les mois suivants en crunch. C'est des périodes pendant lesquelles on bosse de 80 à 100 heures par semaine. Le crunch, c'est vraiment pas une blague. Je me souviens que les développeurs d'Uncharted, à un moment, ils avaient préféré louer... Ah bah, je crois que... Attendez. Je suis quasiment sûr que l'anecdote que je suis sur le point de vous raconter, je la tiens de ce livre, en fait. Bah oui, il y a un chapitre sur, il y a un chapitre sur Uncharted 4, tranquille. J'allais vous dire, les développeurs de Uncharted, à un moment, ils ont préféré louer des appartements en face des studios pour pas perdre une seule seconde dans les transports. C'était vraiment, tu travailles 15 heures par jour, tu cours en face pour dormir, tu reviens, tu retravailles 15 heures par jour. Et en fait, je vais probablement vous relire cette anecdote dans 2 épisodes parce que je suis quasiment sûr que c'est dans le chapitre Uncharted de ce bouquin, en fait. Très bien. Le crunch, c'est comme une prépa. Ouais. Alors oui, Necron 22, sauf qu'une prépa, tu le fais 2 ans et après, t'en branles pas une en école. Alors que le problème du crunch, c'est que quasiment tous les jeux terminent par du crunch. Donc si tu restes développeur pendant 10 ans, tu fais des périodes de crunch par intervalle pendant 10 ans. Ouais, c'est quoi ce... Alors je suis en train de réaliser qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va débouler dans le chat pour demander c'est quoi ce livre. Il va falloir qu'on crée une commande point d'exclamation livre. Mais là, je vais le dire pour la dernière fois, c'est du sang, des larmes et des pixels de Jason Schreier. Bref, on en était où? Ah oui. Donc, ils ont découvert que leur jeu, il était pas fun à la dernière seconde. Ils ont fait du crunch pendant des mois. Ils ont réussi à retirer la fonctionnalité en question et dans la foulée, tout ce qui avait été réalisé jusque-là. Parce qu'évidemment, si tu enlèves le truc de gameplay principal de ton jeu, il y a tout qui saute avec. Hein. Certains employés dormaient dans les bureaux pour pas perdre de temps dans les trajets. Chaque heure passée dans la voiture, c'était une heure où ils corrigeaient pas les bugs. Et jusqu'au jour où ils ont rendu la version finale, la plupart d'entre eux pensaient qu'ils allaient juste pas y arriver. Je lui ai dit, c'est toujours Jason qui parle, je lui ai dit, à t'entendre, c'est un miracle que le jeu ait été terminé. Et là, il m'a répondu, Jason, chaque jeu terminé est un miracle en soi. Depuis que je suis journaliste, pas journaliste review, hein, c'est toujours Jason. Depuis que je suis journaliste, dans le domaine des jeux vidéo, c'est un thème récurrent. Il y a énormément de développeurs qui appartiennent à un petit studio indépendant ou à une société en bourse qui parlent de la difficulté de concevoir et de produire un jeu. Si vous entrez dans n'importe quel bar de San Francisco pendant la Games Developers Conference, et en gros, vous tomberez forcément sur des groupes de concepteurs qui sont épuisés, qui échangent des histoires comme quoi c'est toujours un marathon de coder des jeux, comme quoi le monde ne les comprend pas et comme quoi la vie est injuste. Alors que c'est des mecs qui sont quasiment exclusivement rentrés dans ce milieu par passion. Tu vois, tu deviens pas développeur de jeux vidéo complètement par hasard. C'est pas oh, je sais pas quoi faire de mon école de commerce, je sais pas quoi faire de mon diplôme, je vais faire des jeux vidéo. C'est un métier où le taux d'entrée est quasiment 100% sur la passion et 100% des gens, quand tu leur parles après 10 ans, ils sont en mode le monde ne nous comprend pas, c'est horrible. Donc il y a un problème entre les deux. À un moment, dans ces 10 ans, il y a quand même un gros problème. Apparemment, ces développeurs utilisent des métaphores militaires. Ça dit la vie dans les tranchées pour parler du travail à l'intérieur des studios. Si vous voulez énerver à coup sûr un développeur, dites-lui à quel point il est chanceux de passer toute sa journée à jouer aux jeux vidéo. Pourtant, même en concédant que le développement d'un jeu vidéo, c'est dur, c'est pas facile pour une personne étrangère à ce milieu de comprendre exactement pourquoi c'est dur. Parce qu'après tout, on crée des jeux depuis les années 70. C'est plus un passe-temps si nouveau que ça. Après des décennies de leçons et d'expérience, est-ce qu'on ne devrait pas être meilleur à faire des jeux ? Est-ce qu'on ne devrait pas être devenu efficace à un moment ? Parce qu'à la fin des années 80, l'industrie était régie principalement par des ados et de jeunes adultes qui mangeaient des pizzas et qui buvaient du coca toute la journée, qui faisaient ça par passion, qui codaient la nuit et qui dormaient le jour. Et à ce moment-là, c'était peut-être normal que développer un jeu, ce soit le zoo. Mais aujourd'hui, c'est plus logique. Aujourd'hui, le jeu vidéo, alors bon, quand il dit aujourd'hui, c'est un aujourd'hui de probablement 2018, mais tranquille. Aujourd'hui, le jeu vidéo, ça brasse 30 milliards aux États-Unis.
pourquoi il y a toujours des gens qui développent jusqu'à 3 heures du matin? Pourquoi c'est toujours aussi difficile de créer un jeu et pourquoi est-ce que l'industrie s'est pas professionnalisée plus vite que ça en fait? Onizuka, la majorité des devs de jeux sont des fans de jeux, c'est pour ça qu'il y a aussi peu de recrutement. Une fois installés, ils partent rarement. Bah, tu vois, c'est de moins en moins vrai. Ça a été vrai pendant un moment, Onizuka, et en fait, les gens commencent par faire du jeu vidéo et puis ils se rendent compte qu'ils ont des compétences très poussées, qui peuvent être payées beaucoup plus, et qu'il y a des industries où ils ont le droit d'avoir une vie de famille et de rentrer chez eux à 6-7 heures. Et en fait, il n'y a pas de vieux dans le jeu vidéo. Très très peu. C'est remplir une position de senior avec vraiment un poste où il faut beaucoup d'expérience dans un gros studio de jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Parce que un mec vraiment bon, il n'y a quasiment aucune chance pour qu'il fasse toute sa carrière dans le jeu vidéo. Tellement c'est pas fun en fait. Pour tenter de répondre à cette question, on parle de la question de pourquoi les devs sont malheureux, pourquoi c'est toujours aussi peu professionnel quand on fait des jeux. Je me suis lancé dans mon activité préférée, aller embêter des gens qui en savaient beaucoup plus que moi. J'ai conversé avec une centaine de développeurs et des cadres du milieu du jeu vidéo, à la fois officiellement et officieusement. Je leur ai posé une kyrielle de questions, toutes plus indiscrètes les unes que les autres, sur leur vie, sur leur métier, sur les raisons pour lesquelles ils sacrifient tout pour le jeu vidéo. Ce livre comporte 10 chapitres. Chacun raconte l'histoire derrière la création d'un jeu. Il y en a un qui va nous emmener à Irvine en Californie pour découvrir comment Pillars of Eternity, un jeu financé par Kickstarter, a aidé Obsidian à sortir du gouffre. Il y a un autre chapitre qui se passe à Seattle, dans l'état de Washington, où Eric Barron, à peine la vingtaine, s'est enfermé dans une pièce pendant 5 ans pour créer une paisible simulation de ferme nommée Stardew Valley. Attention, Stardew Valley Masterclass. D'autres chapitres racontent le cauchemar technologique de Dragon Age Inquisition ou encore d'Uncharted 4. Et même le mystère derrière l'annulation de Star Wars 1313. Je sais pas si ça parle encore à beaucoup de gens, Star Wars 1313, mais ça devait être à un moment le jeu Star Wars le plus ambitieux jamais fait. Genre. On peut penser que ces histoires sont atypiques, qu'à chaque fois il y avait quelque chose de spécial, que ces développements en particulier étaient entravés par des mutations technologiques majeures. Genre c'est pas de chance si les programmes changent d'un coup en plein milieu de ton développement. On peut penser en lisant ces récits que ces studios ont vraiment pas eu de chance et que c'est des cas à part. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils ont joué de malchance, qu'ils auraient pu éviter ces écueils, blablabla, blablabla. Mais voilà une autre théorie. Il n'y a pas un seul jeu vidéo réalisé dans des conditions normales. Ça n'existe pas. C'est un domaine qui navigue à la frontière entre l'art et la technologie, d'une façon qui était à peine concevable il y a 30 ans. Et si vous prenez en compte à la fois les transformations technologiques qui sont constantes, le mélange des genres et la multiplication des genres, eh ben, ça devrait pas être difficile à comprendre qu'il n'existe pas de standard universel sur la façon de faire un jeu vidéo, en fait. Il n'y a pas de notice. À chaque fois qu'un studio se lance dans le développement d'un jeu vidéo, il se lance dans l'obscurité et il espère qu'il va en ressortir en vie de l'autre côté. Mais pourquoi est-il si difficile de créer un jeu? Si comme vous avez... Alors là, il va essayer de nous donner quelques petits exemples de pourquoi c'est si difficile de créer un jeu. Il se répète un petit peu. Je ne prétends pas que Jason est le meilleur écrivain qui soit, et je pense que la traduction, avec tout le respect pour Thomas, n'a pas aidé non plus. Mais même si parfois son style est un petit peu lourd, il distribue des perles de sagesse qui sont très utiles. Donc tranquille, on n'est pas relou. Pourquoi c'est si difficile de créer un jeu? D'abord, ils sont interactifs. Les jeux vidéo n'évoluent pas dans une direction linéaire. Contrairement à un film d'animation Pixar, les jeux ont des graphismes en temps réel. Ça veut dire que les nouvelles images sont générées en fonction de ce que le joueur fait. Dans Toy Story, pas comme dans Toy Story justement, les jeux doivent réagir aux actions du joueur. En fait, quand vous jouez, votre PC, votre console, votre téléphone, elle doit afficher les personnages et les scènes au fur et à mesure de ce que vous faites. C'est imprévisible. Si vous choisissez d'entrer dans une pièce, le jeu doit charger le mobilier et c'était pas prévu 2 secondes avant. Si vous choisissez de sauvegarder, le jeu doit stocker tout ce que vous avez fait jusque-là et c'était pas prévu 1 seconde avant. Si vous décidez de tuer un gentil robot, le jeu doit A, se demander si c'est possible de tuer le robot, B, si vous êtes assez puissant pour tuer le robot, et C, calculer toutes les conséquences du fait que vous allez maintenant être connu comme un tueur de robots. C'est tellement de problèmes qui n'existent même pas quand tu fais Toy Story et que tu sais très bien, image après image, ce qui se passe du début à la fin de l'œuvre en fait. C'est difficile à attraper comme concept, mais vraiment, le simple fait qu'il y ait une personne à l'intérieur de ton œuvre qui puisse la faire partir dans n'importe quelle direction, c'est un cauchemar. Ça multiplie la difficulté de la tâche. Si ta tâche, c'est de d'émerveiller les gens et de raconter une histoire, si on prend vraiment le jeu vidéo de façon un peu basique,
Ça te complique la tâche, mais pas 3 ou 4 fois, ça te la complique 200 fois, genre. Bon, bref. De comment review est hot, Kaiser, c'est un peu vrai. On va dire les termes, c'est un peu vrai, quoi. Star Wars 1313, je vois qu'il y a des gens dans le chat qui se souviennent de Star Wars 1313. Sauf qu'il sait pas lire. Bah super, Cimer. Je fais de mon mieux. Attendez, je commence déjà à avoir soif. Je bois un petit gorgée d'eau. Kaiser, il m'a amadoué avec un compliment pour me mettre un taquet vraiment 0,5 secondes plus tard. Bref. Ça, c'était la première raison, l'interactivité. Raison numéro 2 de pourquoi c'est aussi dur de faire un jeu, la technologie change tout le temps. Les ordinateurs évoluent, le traitement graphique devient de plus en plus puissant, ça on est au courant, et par conséquent, on s'attend toujours à avoir les jeux les plus beaux. Et comme le dit le PDG d'Obsidian, qui a un nom qui est imprononçable, il s'appelle Fergus. Alors Fergus ça va, mais son nom de famille, ça s'écrit Urquhart, on va dire Urquhart. Vous n'allez pas être relou avec moi, on va dire Fergus Urquhart. Hein. Bah Fergus Urquhart, il a dit, on est toujours à l'avant-garde de la technologie, on repousse les limites en permanence. Ça en vrai, c'est un autre truc auquel on pense jamais. On a tous des jobs. Il y a peut-être des chômeurs dans le chat, mais en vrai, dans le chat, entre moi et le chat, on représente énormément de métiers différents et je suis quasiment prêt à parier que toutes nos activités, on repousse pas la façon dont cette activité est faite chaque jour quand on déboule au bureau. On travaille avec des programmes qui existent depuis des années, on applique des méthodes qui existent depuis des années et une fois tous les 5 ans, il y a un patron qui va dire « Ok, maintenant on utilise cet outil et on va galérer pendant un mois pour l'apprendre, mais ça va. » Le jeu vidéo, à chaque projet, à chaque foutu projet, si tu veux vraiment qu'on parle de ton jeu et qu'il soit pas visuellement horrible, t'es sur le front de ce qui vient de se faire en fait. Ça, c'est une autre galère incroyable. On dit, parmi les développeurs, que créer un jeu, c'est comme essayer de construire un immeuble au milieu d'un tremblement de terre ou construire un train alors qu'il y a un type qui court devant le train en posant les rails au fur et à mesure qu'il avance. La première allégorie avec l'immeuble, je suis pas sûr, mais la deuxième, elle me paraît très pertinente. C'est vraiment, t'es un train, tu vas à toute vitesse, mais les rails n'ont pas encore été posés. Il y a quelqu'un et il y a un malheureux développeur qui court à toute vitesse pour poser les rails comme si on était dans le coyote et vous voyez, bip bip. Vous voyez ce que je veux dire? Troisième raison, les outils sont toujours différents. Je pense que ça fusionne un petit peu avec la deuxième raison de Jason, mais ok. Pour créer des jeux, les graphistes et les concepteurs doivent travailler avec tout un tas de logiciels qui vont des programmes communs que tout le monde connaît comme Photoshop et Maya aux applications incroyablement rares qui ont été développées pour 3 personnes dans un studio quelque part. Comme ces outils évoluent tout le temps en fonction des besoins des développeurs et de leurs ambitions, si un outil est trop lent, s'il est rempli de bugs ou s'il est dépourvu d'une fonctionnalité dont on a besoin, la création du jeu peut très vite devenir impossible. Ça peut devenir une galère phénoménale. Un jour, il y a un développeur qui m'a avoué, beaucoup de gens pensent qu'il faut avant tout avoir de bonnes idées pour créer un jeu, mais la vérité c'est qu'il faut surtout être capable de les concrétiser. Et pour ça, un bon moteur et un bon toolkit sont essentiels. Raison numéro 4, c'est impossible de planifier quoi que ce soit. C'est ce côté imprévisible qui fait toute la difficulté du développement, dit Chris Rippey, qui était un producteur vétéran qui a bossé sur Halo Wars. Dans le développement d'un logiciel classique, on peut établir un calendrier. On peut se baser sur le temps que prend chaque tâche. Mais avec un jeu, on se demande toujours à quel moment est-ce que c'est amusant. Au bout de combien de temps? Est-ce qu'on y est arrivé? Est-ce qu'on a réussi à rendre ce passage bien? Est-ce que le graphiste, ça colle à ce qu'il fait? Est-ce que la musique dans ce passage, elle est bien? Et comme à n'importe quelle seconde, sur n'importe laquelle de ces questions, la réponse peut être non, eh ben, tu sais très bien que tu peux annuler 3 semaines, voire 2 mois de travail, chaque fichu jour où tu es au bureau, en fait. Donc c'est de fait impossible de dire si dans 6 mois, le jeu sera vraiment avancé. Ça, honnêtement, ça c'est un problème qu'ont tous les créatifs. C'est pas que dans le jeu vidéo. En fait, quand tu es censé créer un truc, moi je le sais parce que je fais beaucoup de vidéos, alors certes c'est pas une tâche qui est aussi difficile, mais souvent je me permets en arrivant un matin au taf de dire franchement la vidéo elle sort ce soir, il me reste pas beaucoup. Et puis évidemment dans les 5 minutes de montage qui me restent, il y a un passage qui est nul. Ou alors je me rends compte qu'il y a une musique qui va pas. Et en fait la vidéo elle sort dans 3 jours. Et c'est pas parce que j'étais malhonnête ou que je flexais le matin même, c'est juste que j'étais naïf de me dire que ça allait... que ok il me reste 5 minutes de montage, donc dans 1 heure c'est fini. Parce que comme tu essayes d'avoir de bonnes idées à chaque moment de ta vidéo, bah si à un moment tu bloques, tu bloques. Et si à un moment tu te rends compte qu'en fait c'est nul, tu dois repartir en arrière. Et donc de façon générale, les créatifs, en fait, ils peuvent pas avoir des calendriers fixes. Et en vrai, c'est pas drôle. En vrai, ça casse les burnes.
Parce que c'est très confortable de pouvoir annoncer aux gens qui bossent avec toi quand ils vont pouvoir compter sur la sortie de ton contenu. Raison numéro 5, il est impossible de savoir à quel point un jeu sera amusant avant d'y avoir joué. Ça, c'est une grande classique aussi. Est-ce que vous savez que quand Blizzard était en train de monter en réputation, qui commençait un petit peu à être des cracks dans les années 2000, ils étaient déjà connus de ouf parce que Warcraft 2 était déjà sorti, etc. Mais bref, au moment où ils commençaient à teaser Warcraft 3, ils avaient teasé un jeu où en fait tu contrôles uniquement un héros. C'était pas un jeu de stratégie à la base Warcraft 3, c'est tu contrôlais un héros et il y avait une sorte d'intelligence artificielle incroyable qui faisait que toutes tes unités autour de ton héros agissaient comme une armée réaliste. Si tu partais dans une direction, tes soldats ils te suivaient. Si tu t'arrêtais, ils faisaient un feu de camp où ils se mettaient à construire des bâtiments. Mais tu n'avais pas besoin de le faire. C'est quelque chose qui devait se faire de façon naturelle et organique autour de toi. Et ils ont vraiment développé ça. Et puis le jour, après avoir bossé pendant des mois, comme des fous furieux, le jour où ils ont essayé leur jeu, les mecs de Blizzard ils se sont rendus compte que c'était rincé. Que c'était archi pas drôle. Alors peut-être que l'idée elle a du potentiel et que eux ils l'avaient juste mal fait. Mais la morale de ça, c'est que vraiment ils ont bossé pendant 6 mois. Et l'horreur que c'est le jour où tu testes ton jeu pour la première fois et où tu te dis que tu dois tout recommencer, genre. StarCraft Ghost a jamais dans nos cocos. Kaiser a raison. StarCraft Ghost qui n'a jamais vu la lumière du jour. StarCraft Ghost, c'est un enfer. Hein. Ils l'ont confié à je sais pas combien de studios dans leur vie. C'est pas faux, Nax. C'est pas faux. Pas difficile, ça fait 1 an qu'on attend la vidéo Rox Tiger, ça c'est faux. Ça c'est faux, ça. J'en ai parlé, dans le meilleur des cas, j'en ai parlé il y a 2 mois, genre. Tranquille. Mais tu vois, j'aurais jamais dû en parler de la vidéo Rox Tiger, par exemple, parce que je vais pas te mentir qu'elle a pas beaucoup avancé. Tac, 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 où j'en étais. Même pour des game designers très très expérimentés, ça reste effrayant, cette perspective de peut-être que je vais bosser 6 mois sur un truc, mais vraiment à la fin, je vais découvrir qu'en fait, c'est pas fun. C'est impossible à dire. C'est impossible à dire avec certitude tant que t'as pas eu la manette entre les mains. Par exemple, Emilia Schartz, qui était conceptrice chez Naughty Dog, blablabla. Ah bah non, c'est elle qui disait que ça restait effrayant jusqu'au bout. Il y a tellement de travail qui passe à la trappe parce qu'on a créé un truc qui est finalement pas du tout agréable à jouer que ça reste terrifiant. Voilà, c'est ça qu'elle a dit. On s'imagine très précisément comment les choses vont se dérouler et une fois qu'on essaye d'y jouer pour de vrai, c'est très mauvais et on ne pouvait pas le voir venir. Dans tous les récits de ce livre, vous retrouverez des thèmes récurrents. Chaque jeu est retardé au moins une fois, chaque développeur doit se résoudre à des compromis difficiles, chaque société doit se creuser la tête sur le choix du matériel et de la technologie, chaque studio doit organiser son calendrier en fonction de gros événements comme l'E3. Et plus délicat encore, chaque personne participant à la création d'un jeu connaît cette fameuse période de crunch et doit vraiment sacrifier sa vie personnelle et sa vie de famille pour un bouclage dont il ne voit jamais le bout. Et pourtant, la plupart des créateurs ne s'imaginent pas faire un autre métier. Alors, ça c'est vrai quand ils sont jeunes. Lorsqu'ils décrivent cette impression d'être à l'avant-garde de la technologie et de construire des environnements interactifs qu'on ne retrouve dans aucun autre médium, de travailler avec une équipe comportant des dizaines, voire des centaines de professionnels qui créent ensemble un produit auquel des millions de personnes vont jouer, ils sont convaincus qu'en dépit de toutes les turbulences et de toutes les périodes de crunch et de toute la galère, le jeu en vaut la peine. Ça, c'est vrai que généralement, un dev, c'est prêt à morfler à peu près n'importe quoi pour son jeu. C'est vrai qu'il y a une vraie notion de on travaille par fierté. Mais ça marche sur 1, 2, 3 projets, mais quand les conditions sont trop nulles, vraiment, ils attendent qu'un jeu soit terminé et vraiment, ils démissionnent. Pour en revenir au début de notre histoire et à notre plombier, il s'avère qu'il existe des solutions à tous nos problèmes. Et même si elles ne nous plaisent pas toujours, on peut réduire le budget en sous-traitant une partie du jeu à un studio qui est quelque part dans le New Jersey. Ce sera pas joli, mais ça coûtera 2 fois moins cher. On peut demander au level designer d'ajouter des plateformes supplémentaires dans le niveau du volcan pour qu'il soit un petit peu moins difficile. Et quand ils vont râler en disant qu'on a complètement dénaturé leur niveau, on leur rappelle que tout le monde n'est pas fan de Dark Souls. C'est pas moi. Là, c'est pas moi, c'est vraiment le livre, c'est pas moi. Vous pouvez aussi dire au directeur artistique que les programmeurs ont leur propre boulot à faire, qu'ils n'ont pas besoin de son avis sur le clair-obscur toutes les 5 secondes. Ce sera peut-être un peu difficile. Et ce sera peut-être tendu de tenir la deadline pour le 3. Mais vous pouvez demander à vos employés de travailler plus tard, pendant 2 semaines. Pas plus de 15 jours, pas pendant 6 mois, blablabla. Et vous pourrez vous racheter en leur offrant le repas une fois de temps en temps. Voire d'autres primes sympathiques si le jeu décroche un score de 90 sur Metacritic. Ça, c'est très important ce qu'il dit. Pendant très longtemps, il me semble que c'est illégal aujourd'hui, mais pendant très longtemps, les éditeurs promettaient des bonus
au studio s'ils avaient plus qu'une certaine note sur Metacritic. Et il y a eu des passages absolument... Je suis quasiment sûr que c'est aussi une anecdote de ce bouquin. Vous savez que la moitié des anecdotes de jeux vidéo que je connais dans ma vie viennent de ce livre, en fait? Tranquille. Il faudra blablabla. Ah oui, la dernière raison, il faudra ensuite renoncer à certaines fonctionnalités. Désolé, je sais que c'était des fonctionnalités qui étaient géniales, mais après tout, le plombier, il n'est pas obligé de se transformer en raton laveur. Vous pourrez garder ça pour le deuxième opus. Ça aussi, c'est très important. Couper, quand tu es fier de ce que tu es en train de créer, couper du contenu, ça fait mal au cœur. Et pourtant, c'est très souvent, même étonnamment souvent, la meilleure décision possible. Cut du contenu dans un truc que t'aimes pour que ce soit moins lourd ou juste plus simple à sortir avant la deadline, c'est trop important. Les vrais créatifs courageux, que ça se voit qui font ça depuis 30 ans, les mecs qui ont vraiment de l'expérience, c'est quand ils sont capables de prendre un truc sur lequel ils ont bossé et de dire c'est quoi, ça saute. Toute cette partie-là, elle saute. Ok, donc on a fini l'introduction. On va rentrer dans... Alors, on va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il nous reste un préambule. Je sais pas pourquoi il y a une introduction qui enchaîne sur un préambule. Tranquille, on va lire le préambule. Préambule. Onizuka, quand tu coupes du contenu, tu peux le rajouter après via les DLC maintenant. C'est vrai. C'est vrai, ou tu peux simplement le sortir à l'épisode 2. Hein. Mais même, c'est pas facile de se dire ça pour le créateur parce que tu sais que la grande majorité des gens, quand même, ils vont découvrir ton jeu tel qu'il était... je sais pas ce qui arrive à mes cheveux. Tel qu'il est dans son premier état. Tout le monde n'achète pas les DLC, tout le monde n'achète pas l'épisode 2. Si, si pendant 2 ans, tu as dit que c'était le meilleur jeu que ton studio avait jamais fait, il y a un vrai problème. Ça fait mal quand même parce que tu sais que genre 50% de tes joueurs verront jamais cette fonctionnalité incroyable qui arrivera que dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Que dans le DLC. Je suis capillairement en train de souffrir. Préambule. Les articles de cet ouvrage ont pour source des interviews que j'ai réalisées avec une centaine de développeurs et d'autres acteurs de l'industrie entre 2015 et 2017. La plupart d'entre eux savent que leur nom va être cité et d'autres ont tenu à conserver l'anonymat, car ils n'avaient pas l'autorisation de participer à ce livre et ne voulaient pas mettre leur carrière en danger. Vous remarquerez sans doute qu'il s'agit principalement d'hommes, ce qui est un reflet déprimant, bien que non intentionnel, d'une industrie caractérisée depuis ses origines par une domination franchement masculine. Sauf exception signalée, tout ce que vous verrez entre guillemets m'a été dit directement. Ce livre ne contient aucun dialogue recréé. Tous les détails et toutes les anecdotes proviennent directement des sources qui sont citées. Et elles ont toutes été corroborées par au moins 2 personnes quand c'est possible. Bah super, bah si c'est juste quand c'est possible, frérot, c'est très bien. Certains de ces reportages ont été effectués lors de visites dans des studios, à Los Angeles, à Irvine, à Seattle, à Edmonton et même à Varsovie. J'ai financé mes voyages moi-même et j'ai refusé toute offre de logement de la part de quelconque société ou de développeur, même si j'ai accepté certains déjeuners qui me semblaient... Alors, il a fait une blague. Qui me semblaient cachères. Et après, il écrit « Enfin, les repas n'étaient pas cachères eux-mêmes. J'entendais juste qu'ils étaient éthiquement acceptables. » Bref. Parce que c'est pas trop un truc qui se dit en français, mais il me semble que chez les ricains, quand tu dis cachère, ça veut pas forcément juste dire cachère au sens propre. C'est un truc est cachère, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrepartie, c'est pas un truc qu'on te file pour essayer de te corrompre, c'est vraiment un cadeau. On te paye le repas de bon cœur et on n'attend pas que tu sois sympa dans ton livre avec nous en échange. Un truc cachère, c'est un truc sans attache. Ok, bah en fait c'était ça. En fait le préambule servait juste à dire qu'il avait été très sérieux dans son taf de journaliste, qu'il avait corroboré ses sources et qu'on l'avait pas corrompu. Donc, chapitre 1, Pillars of Eternity. Il y a des gens dans le chat qui ont joué à Pillars of Eternity. C'est sur ma liste de trucs à faire depuis une éternité, MDR. Et ouais, j'adorerais le faire. J'adorerais le faire, mais j'ai pas le temps. Et comme j'ai toujours pas fait Red Dead 2, vous voyez bien qu'il y a des trucs un peu plus urgents sur le feu. Une dinguerie. Roméo a fait Pillars of Eternity. Ah non, non, il parlait de la lecture. Mince. La question la plus importante dans le développement d'un jeu vidéo n'a rien à voir avec la façon de les créer. C'est une interrogation, la question la plus importante, qui a barré la route à tellement d'artistes au cours des siècles et qui a mis fin à d'innombrables carrières. C'est comment on va financer tout ça. C'est la thune. Tout est question d'argent, tout. Donc là, on retrouve notre ami Fergus Urquhart, qui est le PDG d'Obsidian. Ça va beaucoup parler d'Obsidian, parce que toute cette histoire, c'est Obsidian.
Début 2012, Fergus, PDG d'Obsidian, s'est retrouvé incapable de répondre à la fameuse question de comment je finance mon jeu. Son studio venait de passer 6 mois à travailler sur un RPG axé fantasy qui s'appelait Stormlands. Si vous êtes en train de vous dire j'ai jamais entendu parler de Stormlands, c'est normal, ça arrive. C'était un truc extrêmement ambitieux et très étrange qui était financé par Microsoft. Ça devait être un RPG titanesque et ça devait être exclusif à la Xbox One. Et là, on parle d'un truc énervé. Hein. Une cinquantaine des 115 employés d'Obsidian travaillaient sur ce projet qui coûtait très très cher, mais ça posait pas de souci puisque Microsoft payait la facture. Fergus avait fini par s'habituer à la pression financière, c'était un vieux de la vieille, il travaille dans le jeu vidéo depuis 91, il avait démarré comme testeur chez Interplay, et si vous le savez pas, Interplay, c'est un studio qui a failli tuer Blizzard dans l'œuf. Au tout début, ça c'est une autre anecdote, mais elle me vient pas de ce livre pour le coup. Au tout début de leur carrière, Blizzard, ils ont eu d'énormes problèmes d'argent. Ils ont été obligés de se laisser racheter, sinon ils allaient mettre la clé sous la porte. Et ils étaient sur le point d'accepter un rachat d'Interplay. Et ils savaient qu'ils allaient perdre toute leur autonomie, qu'en gros, chez Interplay, ils allaient juste faire des jeux... ils allaient faire des jeux à la con en chaîne pour en vendre le plus possible. Et à la dernière seconde, ils ont pris un risque et ils se sont fait racheter par une boîte beaucoup plus petite, qui était moins safe, mais qui leur laissait toute leur liberté. Donc vraiment, Interplay était à... une signature de contrat de racheter Blizzard et Blizzard aurait jamais existé comme créateur de tout ce qu'on connaît. Genre. Enfin bref. Fergus, il avait commencé à bosser chez Interplay, puis il était devenu concepteur, puis il était devenu directeur des puissants Black Isles Studios. Si vous avez plus de 45 ans, vous connaissez Black Isles Studios, ça n'existe plus, mais tranquille, ils avaient fait des trucs respectables à l'époque. Et Interplay avait démantelé Black Isles en 2003 suite à des difficultés financières. La même année, Fergus avait fondé Obsidian avec tout un tas d'autres gens qui avaient fui Black Isle. Et ils avaient rapidement appris que diriger un studio indépendant, c'est comme jongler avec des sabres. S'ils n'obtiennent pas un nouveau contrat dès que le précédent est terminé, ils sont dans la sauce. Diablo Mobile, don't you guys have phones? Des Call of, ouais, bah oui, bon bah... J'ai testé 10 minutes et j'ai stop. Tu parles de Pillars of Eternity, probablement. Fergus, c'est un homme trapu, aux cheveux châtains. Il parle vite, il a le ton autoritaire. C'est quelqu'un qui a passé des années à promouvoir le jeu vidéo. Il a participé à la création de certains des RPG les plus respectés, comme Fallout et Baldur's Gate. Et quand il s'exprime, en conférence devant la presse, on sent qu'il est très honnête sur les difficultés de gérer un studio indépendant. La vie d'un développeur, dit-il, est ainsi. Chaque matin, vous vous réveillez en vous demandant si votre éditeur va vous appeler pour annuler votre jeu. J'aimerais être un peu plus sociopathe, j'aimerais être un peu plus psychopathe même, il utilise les deux termes, il est sérieux, pour faire fi de l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête en permanence. Il est en train de dire je préférerais être complètement taré pour en avoir rien à carrer de la pression et pas souffrir de chaque jour me demander si on va pas annuler mon contrat. C'est vraie pression. Malheureusement, cette menace est constante et elle est souvent brandie. Elle est même tout le temps brandie. Le matin du 12 mars 2012, le portable de Fergus s'est allumé soudainement. Le producteur de Stormlands chez Microsoft lui a demandé s'il pouvait l'appeler. Et là, Fergus, il a su immédiatement ce qui allait se passer. C'est le texto de ta copine qui te fait comprendre qu'elle veut te quitter. Je l'ai appelé en sachant pertinemment ce qu'il allait me dire, dit Fergus. Le représentant de Microsoft a été très franc, Stormlands annulé. Et c'est pour ça que vous avez jamais entendu parler de l'incroyable RPG Stormlands qui devait être une exclue Xbox One et qui normalement devait être tellement ambitieux qu'en fait il allait faire vendre des One. En un instant, 50 des employés de Fergus sont au chômage. Le producteur n'a pas dit pourquoi le projet avait été annulé. Mais les dirigeants d'Obsidian avaient compris que le développement ne se passait pas comme Microsoft le voulait. On me fait signe dans la régie? Non, tranquille. La régie vit sa life tranquille. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'il y a 5 malheureux qui sont là, bloqués jusqu'à 22h30 à m'écouter raconter des histoires sur le jeu vidéo, genre? C'est un truc qu'on va... Non, mais c'est un truc qu'on va... Un truc qu'on va voir dans les épisodes d'après, tranquille. Parce que j'ai des beaux virages de plan depuis tout à l'heure, je les vois dans le replay, ils sont cool, mais vraiment, ça me fait trop culpabiliser. Ça ne justifie pas de stock 4 personnes ici jusqu'à 22h30. Mais tranquille. Je suis quand même content que vous soyez là.
Où on en était? Fergus, Obsidian, jeu annulé, blablabla. Bla bla. Ouais, c'est ça. Donc Microsoft aimait pas comment se passait le développement. Un vendredi soir, mais ouais, c'est trop dur. Parce que le truc, c'est qu'il fallait pas que Stormlands ce soit juste un bon RPG. Ça devait être un RPG qui ferait vendre des Xbox One. Ça devait être l'exclu de Fumala. Tu devais voir le trailer de Stormlands et te dire, oh bah, c'était pas prévu, mais maintenant je vais devoir acheter une Xbox One. Et Microsoft, comme d'anciens développeurs de Stormlands l'ont dit, le jeu était plein d'idées qui étaient très ambitieuses et qui correspondaient surtout à ce que Microsoft voulait voir dans un jeu de lancement sur la One. C'est le cas typique de la personne qui paye a pas du tout le même objectif que la personne qui développe. Les mecs de chez Obsidian, bien évidemment, ils veulent faire un jeu qui va rester dans les mémoires des gens. Oh, l'histoire était folle. Oh, les graphismes, tout ça. Et vraiment, les patrons de Microsoft, ils sont dans un monde qui est complètement différent. C'est pas des développeurs. Ils en ont rien à carrer de ce qui est possible ou pas possible. Ils se posent dans leur joli fauteuil en cuir parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ils font ah ouais, oh, une exclu One, ça doit être un jeu de malade. Tous les gosses, ils vont se l'arracher. Ça va exploser de partout. Multijoueur à 5000 personnes. Truc qui a jamais été vu avant. Tu pourras parler et le jeu, il va faire ton café. Enfin, vous voyez le... C'est un cas... Alors, c'est pas que dans le jeu vidéo, c'est archétypique, mais quand le patron qui fournit la thune et quand l'employé qui sait comment on crée un truc n'ont pas les mêmes attentes du tout, bah ouais, c'est la classique. Par exemple, la Xbox One, elle est tournée essentiellement autour de Kinect. Vous vous souvenez de Kinect? Dinguerie en vrai. C'est une caméra à détection de mouvement qui pouvait reconnaître les mouvements du corps entier. Alors pourquoi pas, dit Microsoft, utiliser la Kinect pour négocier avec les marchands dans Stormlands? J'essaie d'imaginer à quoi ça ressemble, genre de négocier avec des PNJ avec la Kinect, et c'est marrant sur l'instant, mais je pense que c'est rincé comme idée. C'est typiquement le genre de truc qui rend trop content le commercial pendant une réunion, mais dès que tu commences à vraiment y réfléchir de comment ça se passerait, c'est rincé. C'est vraiment cette légère, cette fine frontière de dès que tu commences vraiment à réfléchir à comment ça se fait en pratique, qui sépare les gens qui filent l'argent et les gens qui créent le produit. Ah, Tim? Tranquille? Tranquille, il y a Tim. C'est grâce à Tim qu'on a une image potable. Merci, Tim. Bref, j'en étais où? Toc, 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 la Kinect. Autre exemple, la Xbox One allait être compatible avec le cloud computing. À l'époque, c'était une révolution, qui permet à chaque console d'interagir avec les serveurs de Microsoft. Pourquoi pas, sur Stormlands, qui est un jeu solo à la base, on utilise le cloud computing pour que d'une simple pression d'un bouton, tu puisses te retrouver avec des centaines, voire avec des milliers d'autres joueurs en train de faire un donjon. Vraiment, ils voulaient que le cloud computing sur Stormlands puisse créer des instances à 1000 à la volée. C'était des idées qui étaient stylées sur le papier, mais évidemment pour Obsidian, il n'y avait aucune chance pour que ça marche. Donc Obsidian, ils ont fait de la résistance, ou ils ont renvoyé des mails en mode ce n'est pas faisable pour ça, 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 ça. Et à un moment, les mecs de chez Microsoft, ils étaient plus assez hype. Ils ont coupé les ponts. Hein. D'autres personnes ayant travaillé sur Stormlands ont livré des raisons différentes pour expliquer la mort du jeu. Certains affirment que les gens d'Obsidian étaient trop irritables. Ça, c'est probablement le point de vue de Microsoft. Parce que c'est bien de donner les deux points de vue. Et quand tu donnes l'argent et que tu proposes des idées ambitieuses et qu'on te dit non à chaque mail, peut-être que tu as l'impression que le studio est pas assez souple et qu'il ne t'écoute pas. Alors que quand même, tu as le droit de faire partie du processus créatif puisque c'est toi qui payes pour tout. Bon, il faut avoir les deux points de vue. Mais au final, tout le monde est d'accord pour dire que le jeu c'était devenu un fardeau, une plaie pour tout le monde. Et selon Fergus, les attentes se sont accumulées les unes sur les autres et c'est devenu le jeu dont tout le monde avait peur. Même Obsidian. Même nous, il a dit. Même Obsidian avait peur de ce qu'ils étaient en train de faire, tellement ils ne savaient pas dans quelle direction ça allait. Fergus a raccroché son téléphone de ce fameux appel en essayant d'imaginer les conséquences pour sa société. Parce que là, ils sont vraiment dans la sauce. Le coût moyen pour un studio, c'est 10 000 $ par personne et par mois. C'est pas juste le salaire, ça comprend les salaires, les frais généraux, l'assurance, le loyer des bureaux, etc. Donc en se basant sur cette estimation, garder les 50 développeurs de Stormlands qui viennent juste de se faire mettre au chômage, ça coûte 500 000 $ par mois. D'après les calculs de Fergus, Obsidian a déjà mis 2 millions de sa poche dans Stormlands, en plus de ce que Microsoft a payé. Et la société, elle a plus beaucoup de thunes. Le développement de Stormlands, il avait bien avancé, ils sont bientôt à sec. C'était vraiment le pire moment pour annuler le jeu. Ils ont un seul autre jeu qui est en cours de développement, normalement vous le connaissez, c'est South Park et le bâton de la vérité, qui lui-même est un petit peu dans les problèmes, qui traverse sa propre crise financière à cause de la désintégration de l'éditeur, qui pour le coup était HQ.
South Park, c'était pas Microsoft qui payait, c'était THQ. Et de fait, à ce moment-là, THQ était en train de faire faillite. Et c'est comme ça que... Bah, c'est Ubisoft, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Ubisoft a racheté les droits de South Park et ils ont probablement financé Obsidian jusqu'à la sortie du jeu, en fait. Probablement. C'est quasiment sûr que c'est ça qui s'est passé. Fergus a rassemblé les 4 autres propriétaires d'Obsidian au Starbucks du coin et ils ont passé des heures. Ils ont passé des heures autour d'une liste de noms pour décider qui ils allaient garder et qui ils allaient licencier. Le lendemain, ils ont convoqué une réunion générale et raconte Dimitri Berman, ça a commencé normalement. Les gens plaisantaient, tout le monde se demandait ce qu'on allait annoncer et là, Fergus, il est rentré, il a fait une tête d'enterrement et en retenant ses larmes, il a annoncé que Microsoft avait annulé Stormlands et qu'Obsidian allait devoir les licencier. Ça doit pas être drôle. Genre vraiment, ça doit pas être marrant. Les employés sont retournés à leur bureau, se demandant qui allait être escorté à l'extérieur et qui allait rester. Et pendant des heures, ils sont restés à attendre, pendant que le gestionnaire préparait les indemnités de départ pour tout le monde. Donc là, c'est un employé qui raconte, en gros, le mec, il débarque avec une enveloppe en craft, il te dit de préparer tes affaires, il t'escorte jusqu'à l'extérieur du bâtiment et il te donne une date à laquelle tu vas pouvoir récupérer tes affaires qui sont déjà dans un carton. Et tu le vois passer dans le couloir en te disant « Ne rentre pas dans mon bureau, ne rentre pas dans mon bureau ». Et puis finalement, tu le vois passer devant ton bureau et pendant une seconde, tu es soulagé et puis tu te dis « Ah merde, c'est mon pote qui est juste à côté qui s'en va en fait ». À la fin de la journée, Obsidian avait licencié 26 personnes, y compris un ingénieur qui avait été embauché la veille. Ça devrait pas être légal. Ça, en vrai, il devrait y avoir une règle contre ça, genre. C'est quoi ce bait? Et c'était pas des employés incompétents, hein. C'est des mecs qui avaient été recrutés pour travailler sur une exclue, qui étaient tous là parce qu'ils étaient très très forts, hein. C'est juste que Obsidian ne savait plus quoi faire d'eux, genre. C'était atroce, résume Josh Sawyer, qui est chef de projet, qui est un mec très haut placé chez Obsidian. C'était horrible, c'était probablement la pire journée de toute ma carrière. Et toi, tu es là? Qu'est-ce que vous faites dans le chat à crier? J'imagine pas les dépenses de Star Citizen. Oh, Star Citizen, frère. Quel enfer, Star Citizen. En vrai, c'est horrible, hein. En vrai, j'ai jamais... Je suis genre dépendance... j'ai jamais vécu un licenciement de masse de ma vie et vraiment, j'espère que c'est un truc qui va jamais m'arriver parce que même quand tu survis à ça, je pense que ça reste un des pires souvenirs ever. Il y a un film assez incroyable sur la crise des subprimes. Quelqu'un dans le chat a le titre de ce film de ouf sur la crise des subprimes qui commence par genre les 3/4 de la banque se font virer, genre. Et c'est un petit jeune qui est l'une des 2 personnes pas virées dans son étage qui se rend compte que la crise des subprimes est sur le point d'arriver. Ce film est incroyable. No joke, ce film est incroyable. The Big Short. The Big Short. J'adore ce film. J'adore ce film. The Big Short, c'est vraiment très très lourd. Et je crois qu'il est visible sur YouTube. Je crois qu'il est régulièrement réuploadé en entier sur YouTube parce que je crois. Je sais pas si c'est légal ou pas. Je peux pas me prononcer sur ça. Je sais juste que je l'ai trouvé en entier sur YouTube. Voilà, il était là. Depuis 2003, Obsidian avait survécu en restant un studio indépendant. Il allait de contrat en contrat, c'était des mercenaires, hein. Il prenait des missions freelance. La société avait déjà connu des annulations brutales. Il s'était fait annuler Alien Crucible, qui était un RPG publié par Sega, dont l'arrêt avait déjà généré des licenciements à l'époque. Mais vraiment aucune annulation avait fait du mal à Obsidian comme Stormlands. Pendant ce temps, à 600 km au nord, pendant que Fergus et son équipe essayent de se remettre de la catastrophe, il y a l'équipe de Double Fine Studio qui sabre le champagne. Chez eux, tout va bien. Ils sont vraiment extrêmement bien. Pourquoi est-ce qu'ils sont extrêmement bien? Parce que ce studio indépendant de San Francisco, dirigé par l'illustre Tim Schafer, ça c'est marrant. J'ai bugué pendant une seconde parce qu'il y a un des fondateurs d'Ankama qui s'appelle Schafer, mais c'est pas du tout tranquille, c'est pas du tout le même. C'est même pas écrit pareil. Tranquille. Bref, il y a un mec qui s'appelle Tim Schafer, qui est connu et qui gère un studio à San Francisco. Tu sautes un petit peu du coq à l'âne là, frérot. Bah tranquille, il part dans un truc. Il va pas nous expliquer tout de suite pourquoi c'est la fête, mais tranquille.
Durant des décennies, l'équilibre des pouvoirs au sein de cette industrie avait été simple. Les développeurs faisaient les jeux et les éditeurs les finançaient. Il y a eu quelques exceptions, mais en gros, les jeux vidéo étaient financés par des gros éditeurs aux poches bien pleines et ils avaient toujours l'avantage dans les négociations. Ils peuvent pousser les développeurs à accepter à grosso modo n'importe quoi parce que vraiment l'argument de si t'es pas d'accord, je reprends mon argent, il est très très fort. Pour le RPG Fallout New Vegas, par exemple, l'éditeur Bethesda avait offert. Ah, c'est ça, la prime sur Metacritic. Pour Fallout New Vegas, Bethesda avait offert $1 million de prime si le jeu avait au moins 85 sur 100 sur Metacritic. Alors que les tests commençaient à arriver pour New Vegas, le score de Metacritic a monté et s'est finalement stabilisé à 84. Et Obsidian a jamais eu le bonus. Je sais pas pourquoi il a introduit avec à 600 km de là, il y a un autre studio qui fait la fête et au lieu de nous raconter pourquoi ils font la fête, il nous a sorti l'anecdote. Il nous a sorti l'anecdote sur New Vegas qui parle d'Obsidian en fait, pas de cet autre studio parce que c'est Obsidian. Bon, tranquille, je sais pas, c'est pas grave. C'est l'écriture, la façon, c'est pas ma faute, hein, la façon dont c'est écrit. Ok, bon, tranquille. Jusque là. Les studios indépendants comme Obsidian ou comme Double Fine, les mecs qui sont en train de faire la fête à San Francisco, ils sont toujours dans l'histoire, avaient 3 moyens de se maintenir à flot. 1. Trouver des investisseurs, tu convaincs un éditeur de payer pour un jeu. 2. Signer des contrats avec des éditeurs. Oui, non, pardon, j'ai déconné. Le premier, c'est trouver un investisseur qui veut juste mettre de la thune dans ton studio. Le deuxième, c'est convaincre un éditeur de financer un jeu que tu es en train de faire. Et la raison 3, c'est financer leur propre jeu avec des caisses spéciales que tu obtiens avec les méthodes 1 et 2. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a un contrat avec un éditeur qui se passe bien, ou à chaque fois qu'il y a un nouvel investisseur qui met de la thune sur ton studio, tu mets un peu de cet argent de côté, et au bout de quelques années, tu as assez de thunes pour essayer de faire ton jeu par toi-même sans aucune contrainte et sans le contrôle de personne. Mais même pour faire la méthode 3, vous voyez bien qu'il faut d'abord passer par les méthodes 1 et 2, donc ça n'existe pas vraiment d'être indépendant si tu es un studio de taille moyenne en fait. Peu importe, ton studio commence toujours avec l'argent des autres. Sauf que, c'est pour ça qu'il a fait une introduction de 25 minutes sur le studio de San Francisco. Sauf que Double Fine venait de trouver une 4e méthode. Voilà, ok. J'ai jamais vu une intro aussi alambiquée de ma vie, mais tranquille, ça tout s'emboîte finalement. Et la 4e méthode, c'est Kickstarter. Un site de financement participatif lancé en 2009. Grâce à lui, les créateurs peuvent promouvoir leur projet directement auprès des fans. Bon, je vais pas vous lire toute la partie qui décrit Kickstarter, vous savez c'est quoi ? Blablabla, blablabla. Il y a des gens qui viennent, ils aiment bien ton projet, ils te filent de l'argent. En échange, ils sont pas trop relous et ils demandent pas à ce que tu changes un truc dans ton développement tous les 2 jours. Et si le jeu sort, bah, ils l'ont gratos et ils sont contents, voilà. Donc voilà, au début Kickstarter en 2009 c'était discret, mais à partir de 2011-2012, il y avait des projets de plus en plus gros, de plus en plus ambitieux dessus, et Double Fine avait lancé un Kickstarter pour un point and click qui s'appelait Double Fine Adventure. Ah ok, le projet s'appelait comme ça, et il y a une petite annotation tout en bas qui dit que le jeu a finalement vu le jour en 2015 et ça s'appelait Broken Age. Ça me dit que dalle. S'il y a des gens qui ont joué à Broken Age, vraiment, manifestez-vous. Sachez que c'est le projet qui a probablement inspiré Obsidian derrière. La campagne... oui, puis c'est moi le review de MGG. La campagne avait battu tous les records. Les Kickstarter précédents dépassaient rarement les 6 chiffres. Donc 100 000. Non, les 6 chiffres, je suis un débile. Donc 1 million. Tranquille. Les 6 chiffres, donc 1 million. Et Double Fine avait levé 1 million en 24 heures. En mars 2012, alors que Microsoft annulait Stormlands, le Kickstarter de Double Fine se terminait avec 3,3 millions donnés par plus de 87 000 personnes. Maintenant, je commence à me sentir mal de ne pas connaître Broken Age, parce qu'apparemment, à l'époque, c'était big. C'est quoi Broken Age, en vrai ? Quelqu'un peut Google Broken Age en balle de Double Fine Studio, qu'on comprenne de quoi ça parle depuis tout à l'heure ? Et évidemment, toute cette histoire, Obsidian la suivait de très très près. Avec Kickstarter, un développeur n'a pas besoin de se reposer sur une autre société. Les studios n'ont pas besoin de renoncer à leurs droits, ça c'est très très important. Tu développes un truc pour un éditeur, à la fin c'est lui qui est propriétaire de l'IP. Tu le développes sur Kickstarter,
tu es propriétaire de l'IP à la fin. C'est incroyable comme différence. Les studios n'ont pas à renoncer à leurs droits, ça on l'a dit. Au lieu de présenter leur jeu à des investisseurs ou à des cadres, les développeurs peuvent promouvoir directement auprès des fans. Bon, c'est Kickstarter, hein, vraiment. À Irvine, Fergus et les autres propriétaires d'Obsidian commencent à discuter de la suite. Il y a South Park, le bâton de la vérité, qui est toujours en développement, mais ils savent que ça suffit pas, ils vont pas se faire assez d'argent avec juste ce jeu. Si South Park se retrouve de nouveau en difficulté financière, ou s'ils n'obtiennent pas un nouveau projet quand South Park est terminé, c'est très simple, la société Obsidian, ils sont à court d'argent. Et cette fois, c'est pas 20 personnes qui vont virer, c'est 150. Donc Obsidian doit se diversifier. Même s'ils ont viré, ils doivent se diversifier et ils doivent aller vite, d'autant plus qu'ils ont certes viré la moitié de l'équipe de Stormlands, mais il reste la moitié de l'équipe de Stormlands. Ils ont en gros 25 anciens devs de Stormlands qui sont littéralement au chômage technique. Pas encore au vrai chômage, mais c'est pas beaucoup mieux. Grâce à Double Fine Adventure et d'autres projets majeurs, le virus Kickstarter s'est propagé à travers toute l'Amérique. Et il y a tout un tas d'employés chez Obsidian qui sont très motivés à l'idée de tenter le coup. Notamment 2 mecs qui s'appellent Adam Brenneck et Josh Sawyer. On a déjà parlé de Josh Sawyer tout à l'heure, c'est un mec qui est haut placé chez Obsidian. Aussi un mec qui s'appelle Adam Brenneck. Ils avaient tous les deux travaillé sur Stormlands comme programmeur et comme chef de projet. Et ils pensent tous les deux que Kickstarter, ce serait parfait pour un studio freelance comme Obsidian. Au cours des réunions, alors que la direction, c'est Fergus et ses potes les copropriétaires, essayent de déterminer la prochaine étape, et Brenneck et Sawyer, ils n'arrêtent pas de mentionner Double Fine Adventure. C'est-à-dire que nos 2 lurons, là, vraiment, chaque réunion, chaque matin, ils déboulent en disant « Vous avez vu ce qu'ils ont fait à San Francisco ?» Incroyable, en vrai, leur jeu, il est financé. Ils ont de compte à rendre à personne. En plus, à la fin, ils gardent l'IP. On ferait pas... En vrai, bonne idée, non? Bon plan. Viens, Fergus, on fait ça. Pardon. Sauf que Fergus, il refuse au début. Au début, Fergus, il refuse. Il voit le financement participatif vraiment comme une tentative de la dernière chance. Il est convaincu, en fait, il n'a pas confiance. Il est convaincu que s'ils font un Kickstarter, ça va flop. Et il dit, même si vous pensez avoir la meilleure idée du monde, même si vous y croyez au fond de vous, au point d'investir votre propre argent, vous n'êtes pas sûr que vous allez être suivi par les autres. Et ça, vous voyez, ça m'étonne. En vrai de vrai, ça m'étonne. Ça me choque un peu qu'un mec comme Fergus, qui a passé les 30 dernières années de sa vie à créer des trucs que les gens aiment, il ait si peu confiance en lui. Ça, c'est le truc qui m'a étonné le plus quand j'ai lu cette histoire pour la première fois. T'as un mec, un petit développeur qui a jamais rien créé de sa vie et qui a pas la confiance et qui est en panique au moment où son premier jeu il doit sortir, ça je comprends. Le gars, il est chef de studio depuis 10 ans et il est en mode « Oh non, si je propose mon idée au public, les gens ils vont penser que c'est nul. » Fergus, concentre-toi. C'est vraiment Fergus qui porte pas ses couilles en fait. Bref, à la place de faire un Kickstarter, il a demandé à Sawyer, à Brenneck et au reste de l'ex-équipe de Stormlands de mettre en place des présentations pour essayer de convaincre d'autres éditeurs. Il est en mode tranquille, on continue comme on a toujours fait, vous allez me faire des jolies prêts, vous allez convaincre un éditeur n'importe lequel de nous filer de la thune. Alors que le printemps devenait été, Obsidian s'est mis à offrir ses services à presque tous les grands éditeurs de la planète. La direction a proposé à Ubisoft et Activision de travailler sur des grosses séries comme Might and Magic ou Skylanders. Ils ont promu leur propre version de Prey 2. Prey, c'est incroyable. Jouez à Prey, vraiment, si vous n'avez pas fait Prey, attention, c'est incroyable. Ils ont même pris quelques idées recyclées de Stormlands, ils les ont intégrées dans un nouveau projet qu'ils avaient rapidement appelé Fallen, et ils ont essayé de le vendre. Sauf que rien n'a abouti. Rien n'a abouti pour une raison très très simple, c'est que la période était nulle en fait. Les gros éditeurs étaient ultra prudents. La 360, en fait, vous auriez pu vous en douter au début de l'histoire, puisqu'ils sont en train de développer un jeu qui doit être une exclue pour la sortie de la Xbox One, ils sont dans une période de transition entre la génération Xbox 360 et la génération Xbox One à ce moment-là. Et c'est le pire moment pour sortir un jeu, parce que tant que les éditeurs ne savent pas si la nouvelle génération de consoles va bien marcher, ils sont incroyablement frileux. Le seul tacos que je veux, c'est... Ok, super. Petit tacos devant review en stream, là je suis bien. Bah tu sais quoi, Madman, j'ai mangé... Je crois qu'on m'a aussi commandé un tacos. J'ai déjà zappé ce que... C'est un tacos qu'elle m'avait pris, Cyrielle. Skipper. Il me semble. Il me semble. Mais là, la régie a pas envie de m'aider sur cette importante question. Mais tranquille. Oui.
C'était un beau rythme. Je suis un débile. Merci. C'est pour ça qu'on garde 5 personnes jusqu'à 22h30. Je suis un idiot, évidemment. Il était délicieux, merci Cyril. Ouais, bah oui, il était à la viande, mais je voulais pas être relou. Et je mange les petits animaux, mon âme saigne, mais je mange ce qu'il y a, quoi. Attends, alors j'en étais où? Bon bref, aucune de ces tentatives n'a abouti, blablabla. La 360 et la PS3 sont en fin de vie et une nouvelle génération de consoles est dans les tuyaux. Les analystes et les experts prédisent, alors ça c'est marrant, ils prédisent que cette génération, donc on parle de la génération One PS4, elle est condamnée. Condamnée. Pourquoi? Parce qu'il y a le mobile qui arrive. Je vous jure que c'est ça. Les experts à l'époque prédisent que face à la concurrence de l'iPhone et de l'iPad, la génération PS4 One va se vendre beaucoup, beaucoup moins bien que la génération précédente. Et les investisseurs refusent d'investir des dizaines de millions de dollars dans des gros jeux sans savoir si la One et la PS4 vont survivre à l'iPad et à l'iPhone. C'est véridique. Donc en juin 2012, beaucoup d'employés d'Obsidian commencent à en avoir marre d'échouer et de se faire dire non par tous les éditeurs. Il y en a qui ont déjà quitté le studio, il y en a qui sont très sérieusement en train de considérer de quitter le studio, et ceux qui ne travaillent pas sur South Park, le bâton de la vérité, ont l'impression d'être bloqués dans une espèce d'état où on ne les laisse pas travailler, où ils ne sont pas virés, où ils font rien de leur vie, et vraiment ils sont juste malheureux, quoi. Ils sont juste très tristes chez Obsidian. Rien ne donnait le moindre résultat, dit Brenneck. Je crois que personne n'était vraiment impliqué. C'était la dépression la plus complète. Et puis, Josh Sawyer et Adam Brenneck, vraiment les deux lurons, ils ont mis un coup de pression à Fergus. À un moment, ils en ont eu marre. Ils ont dit, frérot, vraiment, ils sont rentrés dans le bureau de Fergus et ils ont fait, frère, on va faire ce Kickstarter, quoi qu'il arrive. On préférerait le faire chez toi parce qu'on aime bien la team d'Obsidian, mais si tu nous le refuses encore, on va juste aller fonder notre studio et faire le Kickstarter là-bas. Et pour faire passer la pilule à Fergus, ils ont dit, tu sais quoi, laisse-nous juste développer le Kickstarter, et en même temps, on continue de faire des prêts et à les envoyer à des éditeurs, comme ça, sur un malentendu à la dernière seconde, on décroche un contrat. Mais juste, entre les prêts, laisse-nous au moins mettre sur pied le Kickstarter. Ils ont été soutenus parce qu'il y a plein d'autres gens chez Obsidian qui étaient séduits par le truc du Kickstarter et qui se sont mis derrière eux, et tous ensemble, ils se sont dit, ok, on va vraiment forcer. Et Fergus a cédé. Quelques jours plus tard, Adam Brenneck était enfermé dans son bureau avec un seul objectif en tête, créer le parfait Kickstarter. Une chose s'est immédiatement imposée à tous les rescapés d'Obsidian, il fallait faire un RPG à l'ancienne. Parce que l'ADN de la société, c'était Black Isle, le studio dirigé à l'époque par Fergus, qui avait fait des trucs comme, alors attention, là vraiment on est sur des références, si vous n'avez pas 40 ans, c'est terminé, Icewind Dale, Planetscape Torment, pardon. Baldur's Gate, ça va. Baldur's Gate, c'est bon, vous êtes censé connaître. C'est des jeux qui avaient des points communs. Ils étaient dans des mondes de donjons et dragons, c'était de la fantasy, il y avait un gros accent sur l'histoire, il y avait énormément de quêtes secondaires et de dialogues, et il y avait la fameuse caméra isométrique. Si vous ne savez pas ce que c'est isométrique, ça veut dire que la caméra est dans le ciel. Donc vraiment, c'est la caméra des jeux de stratégie, c'est la caméra des MOBA, c'est l'angle que tu es obligé d'utiliser dès que le truc le plus important dans ton jeu, c'est que tu puisses bien voir l'environnement. C'était, à l'époque, mais vraiment à l'époque, la caméra du RPG aussi par défaut, mais ça fait bien longtemps qu'on y préfère la caméra troisième personne parce qu'elle est beaucoup plus immersive en fait. Bleu, 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 bleu. Plus personne faisait ce genre de jeu. Au moment où ils font le Kickstarter, quand même, plus personne fait ce genre de jeu. Les trucs, les RPG isométriques à l'ancienne avec que du blabla. Mais eux, ils veulent retourner vers ça. Les RPG des années 2000, c'est leur ADN. À ce moment-là, les éditeurs essayaient surtout de s'approcher de gros succès comme The Elder Scrolls V, Skyrim. Il est si vieux, Skyrim. Pour qu'il apparaisse dans ce bouquin et qu'il soit cité par des mecs qui se demandaient à cette époque, au début de Kickstarter, s'ils pouvaient faire un jeu, c'est que vraiment Skyrim, c'est vieux. Skyrim, qui avait été développé en 2011 par Bethesda et qui s'était vendu à 30 millions d'exemplaires. C'est des chiffres de Call of Duty, ça. Mais malgré le fait que Skyrim avait mis tout le monde par terre, malgré le fait qu'il s'était vendu à 30 millions d'exemplaires et malgré le fait que plus personne, même en 2011, faisait des RPG isométriques, les gens d'Obsidian, ils étaient d'accord. C'est dommage, ils étaient nostalgiques. C'est dommage que l'industrie ait oublié ça, on va faire ça.
Obsidian n'avait pas la licence Donjons et Dragons, et donc ils ne pouvaient pas lancer des projectiles magiques ou se barrer en outre-terre. Mais au sein du studio, il y a plein de gens qui avaient travaillé sur Icewind Dale et Baldur's Gate, qui savaient que la création d'un RPG isométrique, ça coûtait beaucoup moins cher que de faire un RPG 3D. Et s'ils gardaient une équipe réduite et qu'ils parvenaient, contre toute attente, à lever 1 million sur Kickstarter, ils savaient que c'était possible. Et ils savaient même que s'ils tapaient la barre des 1 million et que le jeu sortait, qu'il n'y avait pas de problème, ils pouvaient remettre Obsidian à flot. C'est important de réaliser qu'ils ne font pas le call de la vue isométrique que par nostalgie, parce que c'est des vieux cons et que dans mon enfance, les RPG, ils étaient comme ça. Mais aussi parce qu'ils sont conscients que ça coûte infiniment moins cher que de faire un truc comme Skyrim. Et donc, aujourd'hui encore, si vous jouez à Pillars of Eternity, qui est vraiment un excellent jeu, la caméra isométrique, elle ne vous dérangera pas. Vous vous dites c'est super bien fait. Mais c'est marrant de réaliser qu'en fait, elle est là pour des raisons financières et quasiment rien d'autre. Elle est avant tout là pour des raisons financières. Adam Brenneck, c'est l'un de nos 2 lurons, a passé les 2 mois suivants à travailler sur une présentation, à faire des PowerPoint, blablabla, à préparer ce qu'il nommait à l'époque projet Eternity. Il y a eu tout un tas de réunions, ils ont réfléchi, il y a Josh Sawyer, le 2e luron, qui est venu avec plein d'autres vétérans d'Obsidian, blablabla. Et avant qu'ils puissent lancer le Kickstarter, ils devaient étudier chaque détail. Ils ont passé des semaines à préparer le calendrier, ils ont préparé un budget, ils ont préparé des paliers de récompense. Il y a eu beaucoup de débats sur ça, dit Brenneck. Est-ce qu'on sort une boîte physique? Qu'est-ce qu'on met dans la boîte physique? Est-ce qu'on met une édition collector? Il y a quoi dans l'édition collector? Ils ont décidé que les contributeurs qui mettraient au moins 65 $ auraient une boîte, et que ceux qui mettraient au moins 140 $ auraient une édition collector avec un truc de fou furieux dedans. En août, Brenneck s'est réuni avec les propriétaires d'Obsidian pour leur montrer la présentation complète. Donc en août, le Kickstarter, il est prêt. C'est un jeu style Donjons et Dragons, sans les trucs pénibles. C'est-à-dire que Projet Eternity, comme il s'appelle à l'époque, doit prendre les meilleurs aspects des RPG old school de notre enfance, mais se débarrasser des fonctionnalités devenues obsolètes depuis 10 ans. Là, c'est très dommage. Là, il développe pas plus sur ce paragraphe. J'aurais adoré savoir c'est quoi les trucs à garder et les trucs à dégager sur les vieux RPG. Et en fait, il s'arrête là, juste. Mais la conclusion, c'est qu'ils reçoivent le feu vert de leur direction pour lancer le Kickstarter à partir de septembre. Écoutez, on va probablement... je commence à fatiguer un peu, on va probablement cut dans pas très longtemps. Je vous lis encore 1 ou 2 paragraphes et je vais probablement vous dire bye bye dans pas très longtemps, parce que je sais pas si vous remarquez, mais je commence à bafouiller de plus en plus. Tiens d'ailleurs, tac. Adzaro qui demandait tout à l'heure dans le chat, il lit ou il raconte. Les deux en fait. En fait, si je me contente de lire, comme le bouquin n'est pas écrit d'une façon particulièrement acrobatique, on s'ennuie vite. Donc je lis en avance et je raconte. Tu sais, je transforme d'une façon qui est un peu plus agréable à entendre. Le petit problème, c'est que ça grille mes neurones. Ouais, la lecture à Glowdown depuis le début. Je vais être franc avec vous, je le sens aussi. Mais tranquille, 1 heure de lecture, c'est déjà très honnête. On a dépassé l'heure d'ailleurs. Kaiser, pourquoi tu cherches les problèmes en fait? Tu vas te faire ban de mon Discord, hein, il va rien se passer d'autre. Alors, on en était, oui. Il lance le truc en septembre. À partir de là, Brenneck a sorti Sawyer du monde sinistre des présentations et lui a dit de commencer à travailler sur la conception du jeu. C'est bon, ils ont eu le feu vert sur le Kickstarter, il est temps de vraiment faire Projet Eternity. Ça va se dérouler dans un monde de fantasy, mais à quoi il va ressembler, hein, déjà? Brenneck trouvait sympa l'idée de se concentrer sur l'âme humaine, et Sawyer a continué à explorer cette idée, et donc dans le monde d'Eternity, les âmes, c'est pas juste une idée métaphysique, c'est une source tangible de pouvoir. Le personnage principal, ce sera un gardien qui peut voir les âmes des autres personnages et donc lire dans leurs souvenirs. J'ai trouvé ce concept, dit Sawyer, en me disant que le personnage principal serait un gardien. Et où va-t-on en partant de là? On verra bien. Super, super la quote. Je me suis dit gardien et on verra bien où on va. Bah, c'était pas la peine de me quote ça. Vraiment, ça me sert à rien. Dans l'idée, vous allez commencer par personnaliser votre avatar. Classique, hein. Guerrier, paladin, mage. Vous allez choisir une race, elfe, humain, nain, les classiques de la fantasy. Il y a une race qui s'appelle les divins aussi, avec des pouvoirs conférés par les dieux. Et en fonction de votre classe et de votre race, vous avez un ensemble de sorts. Et puis vous partez explorer le monde d'Eora.
Vous pouvez accepter des quêtes secondaires, vous pouvez recruter des compagnons, vous pouvez combattre des monstres. Il aime bien la description, mais vraiment, vous comprenez qu'on est sur un RPG extrêmement classique. Les semaines suivantes, Adam Branek et Josh Sawyer sont réunis chaque jour avec leur petite équipe travaillant sur leur Kickstarter. Ils ont étudié chaque mot, chaque capture d'écran, chaque seconde de leur présentation vidéo. Ils ont lutté contre les derniers doutes des propriétaires parce que les propriétaires d'Obsidian continuent de leur demander chaque semaine si c'est vraiment une bonne idée de faire un Kickstarter. Et finalement, le matin du 10 septembre 2012, il lance un compte à rebours sur le site d'Obsidian qui promet une grande annonce 4 jours plus tard. C'était enfin notre chance de sortir du modèle des éditeurs et d'obtenir le financement directement de la part de ceux qui voulaient jouer à un jeu RPG Obsidian, dit Chris Avlon. Je ne sais pas du tout qui est Chris Avlon. Je suspecte qu'il est chez Obsidian. Et il dit également « Je préfère de loin que les joueurs soient mes patrons et écouter leurs idées que d'être dirigés par des gens qui ont moins d'intérêt pour le processus, moins d'intérêt pour le genre et franchement, moins d'affection pour le jeu sur le long terme. » Au même instant, une autre équipe d'Obsidian travaille sur la présentation pour l'éditeur russe Mail.ru, qui est l'une des plus grandes sociétés d'Internet en Europe de l'Est, qui avait observé le succès de World of Tanks, qui avait rapporté des centaines de millions en Asie et en Europe, et l'éditeur voulait savoir ça. Pareil, ça c'est une autre anecdote un peu random qui sort de nulle part. Il y a un éditeur russe qui voulait une copie de World of Tanks parce que World of Tanks ça brassait vraiment trop de thunes, qui a contacté Obsidian à ce moment-là pour qu'il fasse une copie de World of Tanks. Et ça a failli faire sauter le projet du Kickstarter à la dernière seconde. Et finalement, Fergus, il n'a pas été trop relou. Il a dit, tu sais quoi, on va mettre quelques personnes sur le projet de tank, parce que ça nous fait au moins de l'argent sûr, qu'on aura quoi qu'il arrive, et on continue quand même sur le Kickstarter. Écoutez, je vais probablement m'arrêter là. C'est dommage, je m'arrête vraiment. Ce chapitre devient hyper excitant à partir de là, parce que toute la phase sur le lancement du Kickstarter, sur ce qui s'est passé, est-ce que ça a marché ou pas, elle est grave bien, mais mon cerveau est grillé. Donc écoutez, c'est très bien, c'est un excellent endroit pour faire une cut. On se revoit vendredi prochain, et je vous dis si le Kickstarter d'Obsidian, il a marché en fait. Allez, ciao, je vais dormir.